Hello et bienvenue à tous dans ce 93e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. Pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, venez découvrir la collection originale des NBA Stories chez l'équipementier Hooper. De qualité, ces maillots ont été conçus en s'inspirant de plusieurs modèles du passé. Vous trouverez le sobre et élégant Brooklyn, qui rappelle les couleurs actuelles des Nets avec l'époque Julius Erving, puis notre chouchou, le Philly, un autre savant mélange de passé et de présent. Ces maillots, dont la conception a été minutieusement étudiée, comportent une citation propre, mettant à l'honneur ces deux villes mythiques du basketball. Pour vous procurer ces modèles vintage et supporter les NBA Stories, il vous suffit de vous rendre sur le site hooperstore.fr. Philadelphie, 1967. Cette ville férue de sport marquait alors un très grand coup. Dites bonjour au Spectrum, une enceinte flambant neuve, alors l'une des plus modernes des États-Unis. Du côté de la balle orange, les Philadelphia Sixers avaient de quoi vendre des tickets comme des petits pains. Leur tête d'affiche, le phénomène, le seul, l'unique, Wilt Chamberlain. Avec le pivot, l'équipe remporta les finales 1967. Le Spectrum représentait donc le prochain chapitre glorieux de l'épopée des Sixers. Sauf que... l'année suivant leur titre, les Sixers réussirent l'exploit de mener 3-1 face aux Celtics en play-off. Incroyable, les si puissants bostoniens allaient prendre la porte. Mais Philadelphie célébra trop vite. Les Celtics réalisèrent un comeback épique. Finalité, les Sixers prirent la porte. Has always said that he had been promised a piece of ownership of the team, and if he was not going to get it, he wanted to be traded. À coup de déclarations sulfureuses, Chamberlain quitta le navire avec fracas. Son successeur, Lucius Jackson, vit sa carrière brisée soudainement par une blessure. Le déclin des autrefois glorieux Sixers fut synonyme d'une lente et douloureuse agonie. À croire que le Spectrum était frappé d'une véritable malédiction. En 1972, le fond du trou est atteint. L'entraîneur Jack Ramsey claqua la porte. Fait inédit, c'est à travers une petite annonce dans la gazette locale que les Sixers allèrent chercher un nouveau coach. Cette saison s'avéra historique, mais pas du bon côté de l'histoire. Le coach Roy Rubin, recruté par correspondance, s'avéra être un incapable. L'arrière Fred Carter te se rappelait. Ce type était une blague. Lui et son assistant ne connaissaient même pas les règles de ce sport. 15 premiers matchs, 15 premières défaites, suivis un peu plus tard par 20 revers consécutifs. Le bilan de cette cauchemardesque saison est accablant. 9 petites victoires pour 73 défaites. Le pivot Mel Counts de se remémorer. Je ne souhaiterais pas une telle saison à mon pire ennemi. En tant que chrétien, je suis désolé d'avoir fait subir cela à autant de gens. Pendant des décennies, les passionnés de sport américains s'accordèrent à dire que les Sixers 1972-1973 étaient la pire équipe de tous les temps. Seulement 11% de victoires. Jamais une franchise n'avait proposé un tel cirque sur les terrains. Alors voilà, cet effectif de Philadelphie était condamné à être le parangon de l'horreur basketballistique. Mais ce que les observateurs ne savaient pas encore est que l'histoire est toujours faite pour être réécrite. The National Basketball Association has decided that it will expand the National Basketball Association by 4 teams. Is probably better known for stock cars and college basketball, but today pro basketball takes center stage as Charlotte enters a new era. Honestly, I did not know where Charlotte was. 46-38, Mahorn took his eye off the ball, goes, steals, speeds by him to the hole, up and in, overlap. Muggsy underneath, sliding pass. Gill has Curry.
Puisque Charlotte connaissait une formidable expansion dans les années 80, pourquoi ne pas y fonder une franchise NBA ? Nombreux étaient à douter de ce petit marché, nombreux furent détrompés. L'enceinte des Hornets était alors la plus spacieuse de la ligue et était tous les soirs à guichet fermé. Un incroyable engouement populaire se forgea autour de l'équipe. Avec leurs maillots flashy et leurs jeux spectaculaires, les Hornets étaient l'équipe fun des années 90. I love them. Pretty, I like that. You gonna come back again? I'd love to. We was like rock stars. So every restaurant, every establishment just welcomed us with open arms. I don't know how you guys went out and recruit these fans, but they're true fans, and I love it. Money talks, such as the state of pro sports in the 90s. The Browns are indeed moving to Baltimore. Today is a sad day. It is a sad day for the state of Ohio, a sad day for Greater Cleveland. 1995 est une année marquante dans l'histoire du sport américain. Les Cleveland Browns, l'une des plus anciennes franchises de la NFL, pliaient ses bagages vers Baltimore. Le tohu-bohu fut tel que la nation entière s'en trouva impliquée. Finalement, l'équipe revint quelques années plus tard en tant que nouvelle franchise de la compétition. Cet événement fit froid dans le dos des autres ligues, désormais réticentes à délocaliser des équipes. Sauf qu'au début des années 2000, la situation des Hornets était de plus en plus intenable. Les résultats étaient médiocres, l'enceinte désormais à moitié vide. Surtout, le propriétaire George Sheen était devenu l'ennemi public numéro 1. Accusé de violences sexuelles et haï de tous, Sheen balança. « Si vous voulez que je retourne à Charlotte, allez vous faire voir. » En 2002, clap de fin pour les Charlotte Hornets. Sheen déménagea la franchise à la Nouvelle-Orléans. Une page de l'histoire s'était tournée. Effrayée par les procès suite au départ des Cleveland Browns, la NBA n'attendit pas longtemps avant de replacer une équipe à Charlotte. À la tête de ce nouveau projet, Robert Johnson, fondateur du réseau BET. Premier afro-américain propriétaire d'une franchise, Johnson choisit l'orange en hommage à son université de Princeton et le surnom Bobcats en hommage à son propre nom. A big night for the Charlotte Bobcats in their first ever game. We have the owner, Robert Johnson, with us. Mr. Johnson, what was this like for you tonight? Well, David, this was a wonderful experience for me. It was a wonderful experience for the fans of Charlotte to have the NBA back here in Charlotte. Did you have to drum up support here and fight any lingering resentment from the fans in Charlotte over the way the Hornets left? Not at all. The fans in Charlotte wanted the NBA back here. They're the one that approached the NBA about bringing a team back after the Hornets left. We all thought it was important to have a team back in Charlotte and in North Carolina. North Carolina has traditionally been a hotbed of basketball, but we also felt they needed a pro team. Les premières saisons des Charlotte Bobcats furent en tout point pathétiques. De 2004 à 2009, l'équipe ne fit jamais mieux qu'une 10e place. En 2010, la franchise atteignit les playoffs pour la première fois. Mais rien de quoi exciter les foules. Les Bobcats ne représentaient que les 10e meilleures audiences sportives de l'État. Décidément, la télé était plus simple que le sport pour Robert Johnson. En 2010, il était déjà temps pour lui de revendre ses parts. Et pour permettre à Charlotte de retrouver les sommets, qui de mieux que le plus grand joueur de tous les temps? The six-time NBA champ is continuing making league history. Jordan's the new majority owner of the Charlotte Bobcats. That's the first time a former NBA player has become a team owner. I understand what they endured. You know, obviously when the team left, the Hornets went to New Orleans, where they were prior to that. So I know the expectations. They want to win again. They want to feel good about their basketball team. I'm on board with that. You know, some teams need to earn that respect, and I think we're one of those teams. We're not the Celtics, we're not the Bulls, we're not that historic background. You know, we're a young team trying to find our way within this unbelievable conglomeration of teams, and I got to get that. I got to support my team, and I want the fans to see that I'm just about passionate about winning as they're investing to come and see the team. Depuis son expérience ratée aux Washington Wizards, Michael Jordan s'était plus ou moins éloigné du basketball. En 2010, il revint sur le devant de la scène, en mettant la main sur les Bobcats.
l'optimisme était enfin de mise en Caroline du Nord. Malheureusement, la première année du mandat de Jordan n'augura rien de bon. L'équipe finit 10e et le coach Larry Brown licencié avec fracas en milieu de saison. But the problem with Michael Jordan is Michael Jordan won't fall back and hire the best basketball people and the best basketball minds. His whole thing is about insulating himself with people he trusts will protect him as opposed to people he knows can do the job. The NBA's collective bargaining agreement expires midnight Thursday, and if there's no deal by then, well, the owners could impose a lockout. What we told the union at the conclusion of today's session was that we were going to recommend that we lock out at the conclusion of this deal, which is at midnight tonight. La saison 2011-2012 commença avec 2 mois de retard pour cause de lockout. Cela n'était qu'un apéritif de l'épouvantable plat qui se préparait. Résumons le contexte. Les Charlotte Bobcats, une franchise aux résultats abjects depuis près de 10 ans. Une franchise aux tribunes quasi vides. Une franchise gérée par Michael Jordan, déjà reconnu pour ses piètres talents en tant que manager. Le remplaçant de Larry Brown, Paul Silas, près de 70 ans. Pour davantage de marge financière, les 2 meilleurs marqueurs de l'équipe, Gerald Wallace et Stephen Jackson, sont envoyés ailleurs. Le but, tout miser sur la draft 2011. Le résultat, Bismack Biyombo en 7e position et surtout Kemba Walker 2 places plus tard. Mais Paul Silas prévient. Le leader offensif de cette équipe serait Corey Maggette, un nouveau venu en fin de carrière. Voici le 5 de départ pour le premier match de la saison. DJ Augustin, le français Boris Diaw, Gerald Henderson, Corey Maggette et DJ White. Aucun de ces joueurs n'avait totalisé plus de 15 points de moyenne la saison précédente. Et pourtant, l'exercice 2011-2012 commença avec une victoire face à Milwaukee. Un simple canular des dieux du basketball. Après cette victoire inaugurale, la chute fut brutale. Charlotte ne remporta que 3 de ses 16 premières rencontres. À partir de la mi-janvier, l'équipe traverse une période difficile, marquée par une série de 16 défaites consécutives. De 33 points face aux Knicks et Lakers, 31 points face aux Bulls, et même une déroute de 44 points face à Portland. Soir après soir, Charlotte encaisse des fessées cuisantes. Les lacunes de l'équipe sont évidentes en termes de talent, en particulier au niveau des ressources offensives. Affichant une moyenne de 87 points par match, Charlotte propose alors une parodie de basketball. Le leader attendu, Corey Maggette, passe plus de la moitié de la saison à l'infirmerie. Le rookie Walker, bien que prometteur, est encore en phase d'adaptation et semble perdu dans cette équipe de l'enfer. Michael Jordan, qui se fait de plus en plus discret, doit déjà démentir les rumeurs qu'il souhaite se séparer de l'équipe. Je suis investi à 100% pour transformer les Bobcats en un candidat au titre, et je n'ai aucune envie de vendre la franchise. Well, first of all, in the interest of accuracy, let's put it plain and simple. They were the worst team in NBA history. Can we get that out the way right now? That might be debatable. It's not about. No, it's not debatable. It's not debatable. Some they would were say horrible. Some would say though, Stephen A., there were worse teams. Really? I wouldn't. Lorsque cette saison chaotique se termina, ces abjects Bobcats étaient entrés dans l'histoire. 59 défaites pour 7 petites victoires. Répétons-le, 7 victoires de toute la saison. Avec un bilan de seulement 10% de matchs gagnés, les Charlotte Bobcats avaient réalisé l'impossible. Au revoir les Sixers 1973. C'était désormais eux qui tenaient la palme de la pire équipe de tous les temps. I love to win, bro. Like it was times I ain't gonna lie, I'm in my crib, I'm crying. Yeah, I ain't gonna lie. I believe it. Man, I'm crying some nights, bro. Like. Comble de cette année désastreuse, Charlotte n'obtint même pas le meilleur choix de la draft 2012. C'est plutôt les New Orleans Hornets qui mirent la main sur Anthony Davis en première position. En second choix, les Bobcats misèrent sur Michael Kidd-Gilchrist. Le joueur ne confirma jamais les espoirs placés en lui et quitta la NBA à l'âge de seulement 28 ans.
En 2014, les Bobcats retrouvèrent leur appellation d'origine de Hornets. Mais rien n'y fit. L'équipe se distingue encore et toujours par son incompétence et sa médiocrité. Depuis la création des Bobcats en 2004, l'équipe n'a participé que 3 petites fois aux playoffs sans jamais passer un premier tour. Tout récemment, Michael Jordan a revendu la majorité de ses parts. Achetées 275 millions de dollars, elles furent cédées pour 3 milliards. Le chapitre Charlotte, sur le plan sportif, fut un échec tonitruant pour MJ. Le point d'orgue de ce fiasco, les Bobcats 2011-2012. Appelons un chat, la pire équipe de tous les temps.